Dans cette vidéo, je vais répondre à la plupart de vos commentaires. J'ai cité plusieurs chapitres que j'ai déjà fait correspondant à des vidéos, dont vous trouverez le lien dans la description. Bonjour chers amis, cette vidéo va être un peu différente des autres. Pourquoi est-elle différente des autres? Parce que tout simplement, je vais répondre à certains de vos commentaires. En effet, je vais répondre au premier type de commentaires, car on me demande souvent c'est quand que je vais utiliser l'aérographe et pourquoi ne pas utiliser une bombe. Comme je l'ai dit dans ce tuto débutant premier niveau, tout se fera au pinceau. Du moins, on va essayer de faire ce challenge, de tout faire au pinceau. Il existe sur YouTube des tutos où on vous explique comment peindre au pinceau. Mais dans ces tutos, à chaque fois qu'on veut passer de l'après ou éventuellement un vernis, pour ceux qui n'ont pas d'aérographe, une bombe est quand même utilisée. Or, comme je l'ai dit plusieurs fois, je considère que vous n'avez pas d'atelier et que vous travaillez dans une pièce quelconque de votre appartement. Peut-être que plus tard vous aurez un atelier, mais certaines personnes m'ont dit dans des commentaires que la conformation de leur appartement ne leur permettra pas d'avoir un atelier. Donc le plus c'est de faire au mieux pour ne pas vous gêner par la toxicité des bombes d'après ou des bombes de vernis ainsi que l'aérographe, mais aussi par la toxicité de certaines peintures. Donc dans ce tuto débutant premier niveau, on va essayer de tout faire au pinceau avec des peintures non toxiques. Si on suit en général la plupart des tutos, la construction et la finition d'une maquette se fait en plusieurs phases. Premièrement, c'est le dégraissage. Alors j'ai eu des commentaires où des personnes m'ont dit qu'elles ne dégraissent jamais. C'est tout à fait possible de faire comme cela. Tout dépend quelle peinture vous utilisez. Comme vous voyez, les maquettes qui sont ici n'ont jamais été dégraissées et elles ont été peintes à l'énamel. Et comme je l'ai dit au chapitre 11, l'énamel contient beaucoup de solvants organiques. Et quel est le but des solvants organiques pour les peintures? Ça dilue, évidemment, mais en même temps, ça dissout et ça dégraisse. Donc, quand vous utilisez de la peinture énamel, à la base, déjà, vous dégraissez le plastique. Et c'est pour ça que la peinture sur ces maquettes qui a une cinquantaine d'années n'est jamais partie. Or, pourquoi j'ai insisté sur le dégraissage? Car la peinture énamel contient des solvants organiques et pour la diluer, il faut ou de l'essence ou du white spirit qui est toxique. Et cela dégage donc des vapeurs de solvants organiques qui peuvent être incommodants pour vous-même et pour vos proches et qui peut être toxique, en particulier quand vous travaillez dans une pièce, dans un appartement. Évidemment, certains pourraient me dire on peut ouvrir la fenêtre. Mais ouvrir la fenêtre, tout dépend des conditions météo. S'il pleut dehors, s'il fait froid, ou s'il fait chaud chez vous et que vous avez un climatiseur dans la chambre et que vous n'avez pas envie que la pièce se réchauffe à nouveau, vous n'aurez pas trop envie d'ouvrir la fenêtre. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé les peintures acryliques. Et ces peintures acryliques, évidemment, comme elles sont à l'eau, ne vont pas dégraisser le plastique. Donc c'est pour ça que j'ai insisté au chapitre 2 sur le dégraissage, afin que la peinture acrylique adhère bien au plastique. Maintenant, j'ai eu un commentaire sur l'après. Certaines personnes m'ont dit, mais pourquoi je mettrais pas de l'après en bombe en ouvrant la fenêtre et en faisant ça sur un coin de fenêtre? Là aussi, ça sera pas pratique pour tout le monde. Évidemment, si vous avez un balcon, si vous avez un garage, si vous avez un jardin, ou si vous voulez faire ça sur un coin de fenêtre, c'est possible. Mais le problème, c'est que de l'après en bombe contient aussi des solvants organiques, que ce soit de l'après Tamiya, de l'après Vallejo ou autre. Généralement, c'est des après sous forme de lac qui contiennent des solvants organiques. Et ces solvants organiques restent toxiques. Mais comme je l'ai dit aussi, même si vous faites ça sur un coin de fenêtre, il vous faudra quand même porter un masque avec des cartouches A2 P3 pour vous protéger aussi bien des aérosols de l'après que du dégagement des vapeurs des solvants organiques de l'après. Donc, comme je l'ai dit, le challenge dans ce tuto débutant premier niveau est de tout faire au pinceau. Or, comme je suis au pinceau, j'ai mis de l'après localisé. Et comme vous voyez, cela rend assez bien. Car l'après entièrement au pinceau donne des mauvais résultats. Mais l'après localisé dans ce cas donne de bons résultats. Et pourquoi j'ai mis de l'après localisé? C'était
tout simplement pour uniformiser la couleur de la maquette et détecter les défauts. Je précise que l'après qui a été appliqué n'est pas un véritable après. C'est tout simplement un mélange de peinture qui ressemble plus à la couleur de la maquette. Après la pose de l'après, on met de la peinture. Ce chapitre n'a pas été encore abordé, mais je voudrais vous montrer ce que donne la peinture au pinceau sur certaines maquettes. Peut-être certains penseront qu'il faut un aérosol, qu'il faut une bombe de peinture, mais vous allez voir qu'au pinceau, on peut faire des choses très intéressantes sur les maquettes. Et en plus avec des peintures acryliques, ce qui ne gênera ni vous ni votre entourage et qui sera dépourvu de toute toxicité. Comme vous le voyez sur cet avion qui a une cinquantaine d'années, les lignes de structure ont parfaitement été préservées au pinceau et il n'y a aucune trace de passage de pinceau. Maintenant, si on étudie le camouflage, nous voyons que nous pouvons faire un camouflage parfait avec le pinceau. Généralement, à l'aérographe, on met une première couche claire, on met des caches et après, on passe la deuxième couche un peu plus sombre et on a notre camouflage. Mais comme vous voyez ici sur cette maquette, ce camouflage a été fait entièrement au pinceau. Donc, faire du camouflage au pinceau est tout à fait possible. Encore un autre exemple de ce qui a été fait au pinceau. Nous voyons qu'ici, ça a été peint en peinture métallique au pinceau et comme vous le remarquez, il n'y a absolument, pratiquement aucun défaut. On voit parfaitement les lignes de structure et on ne voit pas les traces de pinceau. Donc pour ceux qui se posent des questions, pour la pose de l'aplat, avec ou sans camouflage, est-ce que cela ne va pas être péjoratif sur les résultats? Nous voyons que non. Après le dégraissage, la couche d'après et la couche de peinture, en général, les maquettistes mettent une couche de vernis pour protéger la peinture. De plus, ils mettent du vernis brillant qui leur permettra de mieux appliquer leur décal sur l'avion car le décal glissera plus facilement. Effectivement, appliquer un décal sur une peinture mate peut éventuellement le fracturer. Mais comme je l'ai dit dans ce tuto débutant premier niveau, on n'utilisera pas de vernis. Pourquoi ? Parce que dans ce tuto, on va essayer de tout faire au pinceau et le vernis au pinceau donne de très mauvais résultats. Mais comme vous le voyez sur ces maquettes qui ont une cinquantaine d'années, on peut s'en passer. Et pourquoi je n'utilise pas les bombes de vernis ou l'aérographe en vernis? Parce que tout simplement, cela contient à nouveau des substances à une odeur extrêmement désagréable pouvant incommoder vous-même et votre entourage. Et surtout, ça contient des solvants organiques qui sont toxiques. Donc c'est pareil, si vous travaillez dans une pièce quelconque de votre appartement, c'est mieux de travailler qu'au pinceau avec des substances non toxiques. Donc comme je l'ai dit, certains maquettistes utilisent un vernis pour protéger leur peinture. Mais comme vous le voyez sur ces maquettes qui ont une cinquantaine d'années, la peinture est restée intacte et pourtant il n'a pas été mis de vernis du tout. Et comme je l'ai dit aussi, ils utilisent un vernis brillant pour mieux appliquer les décals pour qu'ils puissent glisser facilement. Or toutes ces maquettes ont été peintes avec une peinture mate et comme vous le voyez, les décals ont été appliqués très facilement. Donc ce ne sont pas des étapes obligatoires et donc on peut se passer cette couche de vernis. Mais la couche de vernis est aussi utilisée pour éviter de tacher la peinture. Effectivement, dans la plupart des cas, pour que le décal se fixe bien à la maquette puis épouse bien les formes de la maquette, les maquettistes utilisent des produits. Ceci est un exemple. Par exemple, ils utilisent le micro-set pour que le décal adhère à la maquette et le microsol pour que le décal épouse bien les reliefs de la maquette. Et ceci peut éventuellement altérer la peinture. Mais sur ces maquettes il y a une cinquantaine d'années, ces produits n'ont pas été utilisés. Ici, le décal a été parfaitement appliqué et il épouse parfaitement tous les reliefs. Par exemple, comme nous le voyons ici, les décals apposés ont parfaitement épousé les reliefs. Et nous n'avons pas utilisé de solution qui permet d'adhérer au décal et qui permet au décal d'épouser les reliefs. Comme vous voyez, la pose des décals a été parfaite. Après avoir posé les décals, généralement les maquettistes posent une deuxième couche de vernis. Outre que cela protège les décals, cela peut éventuellement enlever ce que l'on appelle le silvering. Un exemple par exemple sur cet avion, nous voyons ici qu'il y a un V et nous voyons ici un silvering, c'est-à-dire qu'on voit le reste du décal. Ici aussi, on voit un silvering autour de ce décal. Mais cette deuxième couche de vernis n'est pas obligatoire. Tout dépend de la qualité des décals.
Nous voyons ici sur cet avion qu'il n'y a pratiquement aucun silvering, et pourtant il n'a pas été appliqué une deuxième couche de vernis. Et nous voyons aussi sur cet avion qu'on ne voit pratiquement aucun silvering. Idem sur la partie latérale de l'avion. Maintenant, tout dépend de la qualité des décals. Donc, comme on le voit, on peut parfaitement se passer de mettre une première couche et une deuxième couche de vernis. Ce qui nous évitera d'utiliser les aérosols de vernis et les bombes de vernis. Maintenant, quand les maquettistes utilisent une deuxième couche de vernis, ce n'est pas que pour protéger le décal et enlever le silvering, c'est aussi pour appliquer certains produits. Et ces produits sont par exemple le lavis, que l'on appelle aussi le wash ou le jus, et que l'on appelle aussi le panel line. Généralement, ce sont des produits à l'énamel ou à l'huile, mais que ce soit à l'huile ou à l'énamel, comme je l'ai dit dans un chapitre précédent, ce sont tous les deux des peintures glycérophthaliques avec comme diluant de white spirit ou de l'essence, qui sont toxiques. Et donc, ce vernis qu'ils mettent, c'est tout simplement pour protéger le travail qui a été fait en dessous, d'autant plus que ce lavis, après, doit se nettoyer. Tout dépend si on met un lavis général ou un lavis local. Par exemple, un lavis local, c'est du panel line. Et là, comme je vous l'ai dit, on ne mettra pas de bombe de vernis. Dans ce tuto, pour le moment, on va considérer que vous n'avez pas d'atelier et que vous êtes dans une pièce de l'appartement, et c'est très important. Maintenant, comment on va faire? Car nous voyons bien que sur ces avions, aucun lavis, aucun panel line n'a été appliqué. Comme on est entièrement au pinceau, on va essayer une technique un peu expérimentale dans ce tuto débutant premier niveau. On va essayer de faire un panel line ou un lavis avec de la peinture acrylique. Mais contrairement aux maquettistes qui mettent vers la fin ce panel line ou ce lavis, nous allons le mettre avant et mettre la peinture par-dessus. Comme je l'ai dit, ce système sera expérimental. C'est pas sûr que cela fonctionne, mais si cela fonctionne, ça nous permettra de travailler entièrement notre maquette dans un milieu non toxique. Évidemment, comme vous l'avez remarqué, ces maquettes présentent certains défauts. Mais attention, elles ont 50 ans. Mais si je vous les ai montrées, c'est pour mettre en évidence que la peinture et même certains décals peuvent durer dans le temps sans pour autant qu'on mette de couches d'après ou de vernis. Et cela permettra ainsi donc d'éviter d'utiliser un aérographe ou une bombe. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que je n'aborde pas l'aérographe et la bombe que je ne vais jamais aborder ce sujet, qui sera abordé dans de futurs niveaux. En conclusion de ces premiers types de commentaires, le challenge dans le tuto débutant premier niveau va être d'essayer de tout faire au pinceau. Justement, une question m'a été posée sur la signification de ce tuto débutant premier niveau. Cette personne m'a dit que la conformation de son appartement ne lui permettra pas d'avoir un atelier. Est-ce à dire qu'elle va rester débutante? Bien sûr que non. Pour ceux qui n'ont pas d'atelier pour le moment, on va tout faire au pinceau. Cela ne veut dire en aucun cas que vous allez rester au stade débutant. Pour le pinceau, il y aura un niveau 2 et peut-être un niveau 3. Et au bout de ces niveaux, vous ne serez plus un débutant, même si vous voulez rester au pinceau. Par la suite, ceux qui voudront quand même essayer l'aérographe ou la bombe malgré qu'ils n'ont pas d'atelier dédié, on verra éventuellement comment faire. Pour ceux qui n'ont pas d'atelier, à titre d'exemple, ma technique est celle de l'immersion. Et si on voit ensemble des méthodes pour travailler sans atelier, eh bien moi-même, dans ce cas, je ne me permets pas de travailler avec un atelier. Donc je travaille dans les conditions d'une personne qui n'a pas d'atelier. Par exemple, je travaille sur une table à tréteaux. Pour le rangement, j'utilise une tour en plastique de 12 tiroirs de 7 litres que l'on trouve facilement sur Amazon. C'est extrêmement pratique, d'autant plus qu'elle est sur roue et vous pouvez éventuellement la ranger dans un placard s'il y a de la place. Donc voilà ce que vous avez besoin. Une table et cette petite tour pour le rangement. Je me mets donc complètement à votre place et vous allez voir que c'est tout à fait possible de construire une maquette dans ces conditions. C'est seulement dans de futurs niveaux que l'on travaillera dans un atelier et je vous montrerai comment construire un atelier de la façon le plus simple possible. Cet atelier sera très utile évidemment pour avoir sa cabine de peinture. Maintenant, après avoir abordé les questions qui ont été posées et probablement après avoir abordé les questions à venir, je vais aborder un autre type de commentaires récurrents. J'aborde souvent dans mes différents chapitres des notions de chimie. Par exemple, dans le chapitre 11, j'ai abordé la chimie des peintures et des diluants. Dans le chapitre
12, j'ai abordé la chimie des liants et des vernis. Dans le chapitre 13, j'ai abordé la chimie de l'après. Dans le chapitre 16, j'ai abordé la physique des couleurs. Dans le chapitre 17, j'ai abordé la chimie de la colle. Dans le chapitre 23, j'ai abordé la chimie du mastic époxy. Et dans le chapitre 24, j'ai approfondi le liant de la peinture acrylique. Et par la suite, j'ai approfondi la chimie de la Prévaléjo en bouteille. En ce qui concerne la chimie, j'ai des commentaires très différents, qui va de inutile à très intéressant. Et comme disait La Fontaine, il est difficile de contenter tout le monde. Certains souhaitent que de la pratique, et d'autres ne sont pas contre la théorie. J'ai estimé dans ce tuto débutant premier niveau que je devais aborder les fondamentaux. Par exemple, expliquer qu'une peinture est faite d'un pigment, d'un liant et d'un solvant. J'ai abordé la chimie des liants et la chimie des solvants. Je me devais de définir ce que c'était un solvant que l'on retrouve dans les peintures, dans les vernis, dans certains apprêts en bombe et même dans les colles. Et surtout, je me devais aussi d'aborder la définition d'un solvant dont le rôle était de diluer, comme la peinture, de dégraisser, comme certains solvants, comme l'alcool, voire même l'acétone, et de dissoudre, comme le butanone contenu dans la colle extrafluide. J'ai abordé aussi la notion de solvant organique. Vous avez dû entendre parler souvent de solvants organiques, parce qu'effectivement, il y a des solvants inorganiques et des solvants organiques. Les solvants inorganiques, par exemple, c'est l'eau. Et les solvants organiques, c'est tous les solvants dont les molécules contiennent un carbone lié à un hydrogène. Par exemple, dans les solvants des peintures lac ou des peintures nitrocellulosiques, on retrouve l'acétone et on trouve bien des carbones liés à de l'hydrogène. Donc l'acétone est un solvant organique. Pourquoi j'ai abordé cela? C'est pour que vous sachiez, quand vous parle de solvant organique, à quoi cela correspond. Un autre solvant organique que l'on trouve dans les peintures lac, c'est l'éther. On retrouve encore ici des carbones liés à de l'hydrogène. Et c'est aussi un solvant organique. Et il y a une grande différence entre solvant organique et solvant inorganique. Par exemple, un solvant inorganique est l'eau, que l'on retrouve par exemple dans les peintures Vallejo, qui n'a aucune toxicité, alors que la plupart des solvants organiques sont toxiques. Ils émettent effectivement des vapeurs qui sont toxiques pour l'organisme. C'est pour ça que la plupart des gens qui utilisent les peintures à base de solvants organiques, ou les vernis en bombe, ou les apprêts en bombe, où on retrouve aussi des solvants organiques, porte un masque avec des cartouches A2 pour éviter que les vapeurs de solvant arrivent au niveau de l'organisme et des voies respiratoires. Maintenant, il y a des solvants organiques encore plus toxiques. Là, vous voyez ici, on a des carbones liés à des hydrogènes, mais on a ce qu'on appelle ici un cycle aromatique. Donc, ceci est un solvant organique aromatique. Par exemple, ici, c'est l'éthylbenzène. On retrouve ici le toluène. On retrouve aussi le xylène. Et on retrouve aussi particulièrement le benzène. La plupart de ces solvants organiques aromatiques sont plutôt contenus dans les peintures énamel. C'est pour ça qu'on utilise comme diluant ou de l'essence ou du white spirit. Alors pourquoi je dis que c'est plus toxique? Par exemple, un des diluants des peintures énamel est le white spirit. Dans le white spirit, on retrouve toutes les molécules que je vous ai montrées, dont le benzène, qui est un solvant organique aromatique. Or ce benzène, outre sa toxicité immédiate, a une toxicité à long terme. Et sa toxicité à long terme est bien connue, c'est le cancer du sang qui peut donner des leucémies. Évidemment, c'est à long terme, sur 20 ou 30 ans. C'est pour ça que quand vous allez dans un magasin de bricolage, vous pouvez trouver du white spirit normal et du white spirit désaromatisé. Ça veut dire quoi du white spirit désaromatisé? C'est-à-dire tout simplement, ça contient moins de molécules de benzène et c'est un peu moins toxique. Là, c'est pareil. Les solvants organiques dégagent des vapeurs sous forme de gaz. Et encore là, pour la peinture énamel, le white spirit et l'essence, il faut encore un masque avec une cartouche A2. Donc, vous comprendrez pourquoi j'ai insisté dans le tuto premier niveau sur la chimie. C'est surtout pour vous faire comprendre certaines définitions de mots qui sont utilisés pour certaines peintures, ce qui se cache derrière les mots utilisés pour certaines peintures, diluants, colle, après, vernis, etc. et de vous faire comprendre ainsi la toxicité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces solvants organiques se trouvent aussi, par exemple, dans la colle extrafluide Tamiya. C'est le butanone qui est un dérivé de l'acétone dont le but est de faire fondre le plastique et qui va permettre une soudure des pièces en plastique et pas un collage des pièces en plastique.
car son but va être de faire fondre le polystyrène. Bien évidemment, je vous ai pas parlé de cabine de peinture avec aspiration et de protection avec un masque de cartouche pour la colle, parce que tout simplement, à peine que vous enlevez le bouchon de la colle extra fluide, il y a quand même une certaine petite odeur, et vous collez et vous refermez tout de suite le bouchon. Donc il n'y a pas un dégagement de gaz très important. Alors par exemple que si vous utilisez une bombe d'après, une bombe de vernis, un aérographe ou certaines peintures qui contiennent des solvants organiques sur tout l'avion, évidemment ça sera plus toxique car vous serez constamment exposé à l'odeur de ces vapeurs. Et comme j'ai considéré dans ce tuto premier niveau que vous n'avez pas d'atelier, cela en plus va déranger vous-même et votre entourage. Avec les solvants organiques, j'ai abordé aussi les liants. Pour les liants, il n'y a pas de dégagement de vapeur de liant parce que ce sont des macromolécules, ce sont des polymères, ce sont des molécules qui sont assez lourdes, donc elles ne vont pas se balader facilement dans l'atmosphère, à moins qu'on les aide. Et je vous ai montré dans les différents chapitres que j'ai cités toutes les macromolécules de liant. Par exemple, pour les lacs, on a un liant nitrocellulosique qui est une énorme molécule. Pour la peinture énamel, on a un liant glycérophthalique. Pour les peintures acryliques, là je vous montre juste l'exemple de la peinture acrylique. Pour les peintures lacs et les peintures énamel, je vous avais montré les macromolécules dans d'autres vidéos. Nous voyons qu'ici, ce sont des énormes molécules. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ne vont pas se balader dans l'atmosphère, il ne va pas avoir un dégagement de vapeur de ces énormes molécules. Sauf si on les aide. Et quels sont le moyen de les aider? C'est tout simplement de mettre ces liants dans un aérographe ou de les mettre dans une bombe. Et là, effectivement, ces macromolécules vont se balader dans l'atmosphère, alors qu'elles n'ont aucune toxicité au pinceau. Elles vont avoir une toxicité en aérosol. Et c'est pour ça qu'il vous faut un masque avec une cartouche P3. Généralement, pour se protéger et des vapeurs de solvants organiques et des aérosols de solvants organiques et des liants, on met un masque avec une cartouche à 2 P3. Je m'étais un petit peu attardé sur le liant acrylique. Ici, c'était du métacrylate de méthyle, qui n'est rien d'autre que du plastique. Et c'est pour ça quand vous mettez de la colle extra fluide qui contient du butanone, qui est un dérivé de l'acétone, ça fait fondre ce liant. Et vous retrouvez facilement au bout de votre pinceau de colle extra fluide la couleur des pigments. Parce que vous avez fait fondre le métacrylate de méthyle. Et là aussi, j'ai estimé que la chimie apportait des informations importantes, aussi bien pour la toxicité, mais apportait aussi des informations pour comprendre certains phénomènes. Pour comprendre ce phénomène d'aérosol, j'ai cité le polyuréthane. Effectivement, une bouteille d'après Vallejo qui contient du polyuréthane n'est pas toxique au pinceau. Par contre, vous voyez que c'est aussi une macromolécule, et si vous mettez ça dans un aérographe, cette macromolécule va se retrouver en aérosol et si vous l'inhalez au niveau des poumons, cela ne va être pas bon pour votre santé. Au niveau chimie, j'ai même parlé du mastic époxy, dont nous voyons ici le monomère, mais ces molécules vont s'accrocher entre elles. Là, on risque pas d'avoir des problèmes de santé par inhalation, mais plutôt des problèmes de santé par contact, car cette molécule est très allergisante. Donc c'est pour ça qu'il est important de connaître tous les idéogrammes des produits que vous achetez, et en particulier avec par exemple l'explication de chaque idéogramme avec impact sur la santé. Et donc, la conduite à tenir et le port d'équipements individuels en conséquence. Je vous avais cité le benzène tout à l'heure, on peut le retrouver ici. Nous voyons ici que c'est une toxicité rapide, nous voyons ici que c'est une toxicité relative, mais qui peut être importante aussi, et nous voyons ici un autre idéogramme. J'avais cité le benzène tout à l'heure qui est contenu dans le white spirit, c'est une toxicité à long terme. Donc voilà pourquoi j'ai abordé la chimie, c'est pour que vous puissiez comprendre chaque mot qui est inscrit sur le produit. Par exemple, quand vous achetez du mastic AK à l'eau, il y a marqué « ne contient pas de solvant organique ». Eh bien, comme ça, vous savez que c'est un solvant organique. Parfois, il est écrit aussi la liste des molécules. Vous pouvez facilement savoir si c'est un solvant organique ou pas. Il suffit de taper le nom de la molécule sur Internet et vous savez si c'est un solvant organique, donc potentiellement toxique. Donc, ce que je veux vous faire comprendre dans le tuto débutant premier niveau, c'est le vocabulaire de la chimie des produits que vous achetez et la toxicité des produits que vous achetez. Et aussi l'explication de certains phénomènes quand vous les utilisez sur la matière plastique. Un peu plus tard, dans le tuto deuxième niveau,
tout sera consacré plutôt sur la pratique. Mais il y aura en même temps des tutoriels spécifiques, comme par exemple l'entretien des pinceaux, les différents types de peinture. Et il y aura aussi des tutoriels théoriques qui porteront sur la physique et sur la chimie. Mais ces trois types de tutoriels seront séparés. Donc pour ceux qui sont intéressés par la pratique, ne suivront que la pratique. Ceux qui sont intéressés par les tutoriels un petit peu spécifiques, entretien du pinceau, catégorie de peinture, pourront effectivement s'orienter vers ces tutoriels. Et ceux qui voudront approfondir la théorie pourront regarder les tutos théoriques, chimiques et physiques. Donc par la suite, vous aurez le choix entre les tutos de montage, les tutos spécifiques et les tutos théoriques. Cela sera donc séparés par la suite. J'espère donc dans cette vidéo avoir répondu à la plupart de vos commentaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à faire de nouveaux commentaires dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner en appuyant ou en cliquant sur le cercle Reste Modèle ou sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo et un pouce bleu me ferait plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation.